Le XIXe siècle fut le dernier grand siècle de l'île de la Cité. Le XXe siècle sera court. Le dernier bâtiment du palais de justice, de 1911-14, crée une façade caractéristique rappelant la Renaissance, à l'angle du quai des Orfèvres et du boulevard du Palais. Pour Albert Tourner, la boucle est bouclée. Le bâtiment du tribunal correctionnel, qui ménage une rue interne du quai au boulevard, rappelle et complète le plan de Jean-Nicolas Huyot de 1838, l'inspiration décorative de Joseph-Louis Duc, ou encore le projet grandiose du nouvel Hôtel-Dieu de Gilbert et Dietz. C'est la conclusion du XIXe siècle. L'unité de l'édifice est remarquable. Un rez-de-chaussée de refend supporte un étage avec attique, lui-même surmonté d'un haut toit. La frise sculptée supérieure fait écho à une frise inférieure de grec et atténue, comme le refend, la forte poussée verticale. Deux tours différenciées ponctuent la façade, chacune habillée d'une tourelle et d'une haute cheminée asymétrique. À l'angle, la lucarne monumentale rappelle Écouen et domine la nudité de la façade. La tour ouest semble défier la tour de l'horloge. Elle lui a emprunté les moulures fortes, les ouvertures étroites au-dessus de la corniche, et, à la place de la fameuse horloge, ici sur le quai, un cadran solaire sculpté. Chronos apparaît au sommet avec une faux, méditatif. À droite, armé d'un large sabre, Thémis, habillé à la grecque, symbolise la justice portant une balance. Les heures passent, la justice demeure, dit l'inscription. C'est là une façon originale et intuitive de rompre avec les sempiternelles figures allégoriques du XIXe siècle. La façade se singularise en effet par une expansion fluide de la sculpture. En moyen relief sur la tour ouest, elle se répand ailleurs dans les frises, les refends du rez-de-chaussée ou l'entour floral des fenêtres, notamment celle du corps central, groupées par trois. Séparant les groupes de travées, des statues oblongues apparaissent devant des niches étroites. Partout, la sculpture, fine et ciselée, semble faire corps avec l'architecture et l'illustrer. Ce trait organique est un effet lointain de l'art nouveau. Égalant le talent créateur de Dietz, Albert Tourner offre une synthèse entre une modénature renaissante discrète et l'esprit art nouveau, dans une façade plus organique que classique. Aussi bien dans le petit quartier Notre-Dame ou sur la place Dauphine, le XXe siècle se présente comme un siècle à la fois novateur et conservateur, poursuivant les tendances antérieures. Le 3 bis quai aux Fleurs de 1902, par exemple, poursuit une tendance baroque qu'on avait déjà vue sur le quai ou rue Chanoinesse au numéro 6. La présence d'un ressaut à bord incurvé, l'utilisation de courbes au sommet des ouvertures, de refends au rez-de-chaussée et sur le ressaut, d'une ferronnerie le plus souvent individualisée, aux motifs envahissants, de consoles en forme de cuir et d'écrins naturels, de tableaux ou de blasons nus, rappelant la rocaille, caractérisent ce style. Le huître du cloître Notre-Dame poursuit une autre tradition, la sobriété et l'élégance aristocratique dont nous avons eu maints exemples au XIXe siècle. La modénature est classique, console, guirlandes, l'élévation est harmonieuse et mesurée. Les balcons offrent des motifs rangés. La Belle Époque est représentée dans le quartier Notre-Dame par des bâtiments novateurs, semi-novateurs ou caractéristiques. Le 18-20 rue Chanoinesse, par exemple, est conçu d'abord comme un entrepôt du BHV qui, on l'a vu auparavant, fut placé dans un édifice de briques audacieux rue du Cloître Notre-Dame. Le vaste entrepôt de 1908 environ possède 3 entrées aux voitures. Séparées par des hublots ou de gros œils de bœuf, elles sont aussi surmontées d'une série de vantaux enserrés par des lignes naturalistes. Au-dessus d'une moulure, la façade offre ensuite un système purement géométrique, comblé de vastes fenêtres multiples, groupées par 3. Des travées d'escalier séparent encore ces groupes de fenêtres, marqués par des ouvertures plus étroites. Les lignes naturalistes se retrouvent enfin au 3e étage, dans le tympan central ou le bord arrondi des fenêtres. Cette architecture synthétique, à la fois naturaliste et géométrique, est à la croisée des tendances diverses qui animent le premier tiers du XXe siècle. Ce bâtiment est devenu en 1945 l'antenne motocycliste de la préfecture de police.
On voit donc encore l'attraction formidable qu'exerce ce petit quartier, soit sur le commerce, soit sur l'administration. À peu de distance fut construit en 1910, au numéro 19, une sous-station électrique dans une architecture purement industrielle. Cette station correspondait à l'arrivée du métro sur l'île. Le bail appartenait aux frères Alaize qui dirigeaient le BHV. L'innovation est ici beaucoup plus homogène et poussée. Paul Frisé construisit simplement sur un socle de béton une structure métallique sur briques largement ouverte en façade par des baies vitrées. Les 3 grandes baies sont constituées en bonne part de vantaux amovibles. Elles sont encadrées et couronnées de plaques de métal rivetées, peintes en bleu pâle. Des consoles métalliques, simplement enroulées dans leur largeur, du même bleu, font mine de supporter une corniche à balcon. Le métal et le verre cachent et remplacent le matériau traditionnel de la sculpture et du décor. L'efficacité de ce dernier provient du contraste de matériaux peints de différentes couleurs, la brique blanche sous le métal bleu clair. Cette recherche d'efficacité organique caractérisait le séminaire de Paris par Jules Astruc, rue des Ursins. Enfin, le numéro 3 du quai aux Fleurs de 1910 aussi est caractéristique de la fantaisie et de l'exubérance de l'immeuble bourgeois Belle Époque. La richesse décorative se marie ici à l'excentricité de la façade. Une porte ornée décentrée, une tourelle en encorbellement pour faire pendant au ressaut. La ligne courbe du sommet des fenêtres, des consoles, de la demi-tourelle, du ressaut et de son tympan, du tympan des lucarnes, se retrouve de bas en haut. Le décor néo-renaissant de cuir, de diamants, d'oves allongées est mêlé à des sculptures florales encore prises dans la pierre. Une curieuse frise en hauteur montre une fleur de lotus agrémentée d'une sorte de flamme en son centre, peut-être un symbole bouddhique. Les ferronneries ressemblent à des herses. Ce syncrétisme prolonge celui de Duc au portique de la rue de Harlay. On a vu que le quai aux Fleurs était devenu l'écran grand bourgeois du quartier, faisant pendant à l'artère du commerce, la rue d'Arcole. Au long du XIXe siècle, le renouvellement du bâti a accompagné l'ouverture de voies nouvelles, comme les quais et les ponts, et le quartier d'Enclavé est devenu attractif malgré une déshérence passagère. La place Dauphine a traversé cette déshérence plus tard, après la Première Guerre mondiale. Sur cette carte postale de 1925, nous avons ici l'angle du quai des Orfèvres et de la rue de Harlay. L'auberge du Vert-Galant attirait-elle vraiment les magistrats du palais à déjeuner ? Le bâtiment, qui remontait au XVIIe siècle, est néanmoins piteux. Il n'y a aucune symétrie ni même harmonie entre les travées. Les arcades du rez-de-chaussée, qui perpétuent le dessin initial de la place, voisinent avec des ouvertures de tailles différentes, superposées ou pas. Au-delà du second étage, le bâtiment ressemble à un gruyère. La rénovation de 1931-32 porta en fait sur 2 immeubles successifs, le 9-11 de la place Dauphine et le 20 rue de Harlay, soit l'auberge du Vert-Galant. La façade sur quai du 9-11 place Dauphine est une poursuite en fait des vices très tôt empruntés par l'architecture de la place au XVIIe siècle, devenue irrégulière dans sa hauteur et son dessin. Si les lucarnes sont à leur place sur la corniche, elles sont surmontées encore d'un étage. On fait réapparaître les arcades cependant, mais cette façade n'offre aucune unité ni cohérence. Les 2 travées régulières de droite, par exemple, se retrouvent 3 sur la place. Le projet de Henri Sauvage, soutenu par le Conseil de Paris, était nettement plus ambitieux. L'immeuble se distingue par son volume. Sauvage privilégie l'angle du quai dont il fait ressortir les vastes fenêtres à 3 pans comme bow windows. Le toit raide de 3 étages creuse la lucarne d'angle, elle aussi traitée en 3 facettes. L'angle apparaît ainsi comme une tourelle orgueilleuse, signalée encore par les 2 ressauts géométriques de la façade principale. Cet angle est encore traité avec un grand soin décoratif. Linteau de calcaire, légèrement surdimensionné, lit de briques rouges, ferronnerie de croisée, se détache d'un mur de pierre meulière traité en bossage. Nous sommes encore dans la tradition organique liée à l'Art Nouveau, dans laquelle le matériau parle, offrant de lui-même un effet décoratif. L'irrégularité de la pierre en bossage rustique anime encore un peu plus la façade. Le toit devient une partie de l'immeuble projetée vers le ciel. Sauvage obtient ses niveaux successifs pyramidaux à partir d'une armature métallique.
il rompt avec le dévoiement du XVIIe siècle en supprimant les lucarnes et crée un toit habité original, où d'ailleurs le résident ne jouit plus du spectacle de la rue, mais d'une tranquillité privatisée. La façade sur la rue reprend à sa manière l'alternance originelle entre grandes et petites ouvertures, cependant sauvage à cause du volume qu'il donne à l'édifice, horizontalise la modénature, briques et pierres qui à l'origine devaient suivre l'élévation. Le métro arrive enfin sur l'île, comme dit précédemment, en 1910. La ligne 4 nord-sud, se glissant sous la Seine, offre une sortie à 20 mètres de profondeur au niveau de la rue de Lutèce et du marché aux fleurs, ou place Louis Lépine. Les lampadaires à bulbes, ou l'ouvrage extérieur fantastique de Hector Guimard, se prêtent particulièrement bien à cet environnement floral. Dernier des squares inaugurés sur l'île, le square de l'Île-de-France de 1914 se situe logiquement sur la pointe extrême est, dans un endroit improbable, longtemps appelé le terrain, c'est-à-dire un terrain vague. Ce terrain fut ensuite intégré au jardin de l'archevêché, tel qu'il apparaît sur un dessin d'Israël Sylvestre, de la première moitié du XVIIe siècle. L'émeute et l'incendie de l'archevêché en 1831 lui portèrent un coup fatal. Tandis qu'on organisait avec peine l'ouverture du premier jardin public de l'île derrière la cathédrale, la partie au-delà du quai de l'archevêché restait indécise et on décida d'y implanter la morgue, auparavant sise quai du Marché Neuf, car lié à l'Hôtel-Dieu. Ce bâtiment de 1868 n'était d'ailleurs pas sans intérêt, avec un corps central monumental dans le goût néoclassique. Le jardin fut donc implanté ici, telle une nouvelle proue de navire, tandis que la morgue devenait l'Institut médico-légal sur le quai de la Râpée en 1923, avec pour architecte Albert Tournaire. Le jardin a conservé en quelque sorte une teinte funèbre en recevant en 1962 le mémorial des martyrs de la déportation. Il est à noter que le mémorial se présente comme une cour surbaissée à la pointe extrême et donc est séparé du jardin. Il est exactement comme une mémoire enfouie. Extérieurement, il ressemble à un blocos. On accède à cette petite cour de murs de béton enduit par deux escaliers étroits. Seul un soupirail offre une vue vers la Seine, au sommet horizontal du triangle, mais une sculpture métallique de l'architecte, Georges-Henri Pingusson, embarre l'accès. Telle était peut-être la figure que prenait pour ses prisonniers la liberté, sorte d'aperçu défendu par des grilles et des barbelés. Cette petite cour oppressante a une autre ouverture, étroite, cernée par deux piles massives. Passé ce sas, on entre comme dans un tombeau, dans une salle hexagonale de béton lisse. Au-delà, un cul-de-sac sombre, parsemé de deux allées de basalte, à terre et au plafond, porte sur ses murs les 200 000 bâtonnets de verre qui représentent les déportés morts dans les camps nazis, dont environ 80 000 juifs. Un déporté inconnu demeure recouvert de basalte. Deux chapelles prolongent encore l'entrée hexagonale. Cette architecture brutaliste recrée l'atmosphère d'un tumulus antique. Le défaut de fabrication du pont Notre-Dame devenait évident au fur et à mesure que les accidents se multipliaient. On décida alors de supprimer les piles centrales à l'entrée du pays en guerre en 1914. Le nouveau pont fut inauguré en 1919, conservant sa largeur relative de 20 mètres. Les piles de rive furent sauvegardées et décorées façon Renaissance pour rappeler l'ancien pont de 1507. C'est l'ingénieur Jean Mézal, le constructeur du pont Alexandre III, qui posa une arche d'acier au centre du pont. Esthétiquement, l'arche se rapproche du pont au double, qui était en fonte, quoique les piliers externes y soient plus distancés. Très vite, l'impression esthétique se marie avec les piles de rive. Celles-ci furent triangularisées et surmontées de demi-lunes portant des lampadaires, comme au Pont Neuf. Ces piles au bossage en forme de tuiles portent des figures de béliers et de dieux marins néo-renaissants. La rambarde du tablier est décorée de motifs floraux enroulés. Esthétiquement, ce pont est plutôt conservateur. Les formes anciennes prédominent. Enfin, il fallut encore remplacer le pont Saint-Louis en fonte de 1861, qui s'effondrait en 1939 après deux accidents majeurs. On perdait là l'une des réussites esthétiques du Second Empire. De 16 mètres de large comme l'ancien, le nouveau pont de 1970, œuvre des ingénieurs Coste et Long de Paquis,
se réduit à son tablier d'acier sans portée latérale. Il est directement fiché dans les quais. Seule sa courbure lui donne une allure. Il retrouve sa vocation piétonnière dans un environnement dédié au tourisme, là où progressivement l'arrière-cour de Notre-Dame rappelait les jardins de l'archevêché.